Il existe des mystères qui refusent de s'éteindre, des histoires si troublantes qu'elles nous hantent des décennies après les faits. Celle de Claire Martin, une petite fille de 6 ans. Comment un cauchemar peut-il se dérouler en plein cœur d'un foyer parfait, sans que personne ne voie rien? Et surtout, comment ce crime peut-il rester impuni près de 3 décennies plus tard? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'informe affaire de la disparition de Claire Martin, la minimis au sourire éclatant dont le destin tragique s'est scellé dans les murs mêmes de sa somptueuse demeure. Une histoire de secret, de richesse et d'une lettre de rançon si étrange qu'elle a transformé une simple enquête en l'un des plus grands mystères criminels de notre époque. Accrochez-vous, car l'histoire que nous allons vous raconter, celle de Montclair-sur-Seine et de la famille Dubois, est pleine de questions, mais toujours sans réponse. Imaginez la nuit la plus joyeuse de l'année. Le parfum des aiguilles de pin, les rires qui résonnent et la chaleur d'une famille unie. Pour les Ramsay à Boulder, Colorado, Noël 1996 était l'incarnation du rêve américain. Mais cette nuit de fête allait se transformer en un cauchemar glacial, un mystère qui, près de 3 décennies plus tard, continue de nous hanter. Nous allons plonger dans l'histoire de John Benet Ramsay, une enfant de 6 ans dont la vie était déjà un spectacle brillant, pour comprendre comment elle a pu être assassinée dans sa propre maison sans que personne ne s'en rende compte. Comment se fait-il qu'une affaire avec des preuves ADN, une note de rançon et des suspects n'ait jamais abouti à une réponse, laissant derrière elle une série de questions non résolues? Bienvenue au cœur d'une énigme où la vérité est masquée par des soupçons, des erreurs d'enquête et une couverture médiatique frénétique. Accrochez-vous, car l'affaire John Benet Ramsay n'est pas seulement l'histoire d'un crime horrible, c'est l'histoire d'une justice jamais rendue. Pour comprendre ce drame, il faut d'abord connaître la famille Ramsay. Ils étaient, de l'extérieur, le parfait exemple de la réussite. Le père, John Ramsay, était un homme d'affaires prospère. Diplômé de l'Université du Michigan, il avait servi 11 ans dans l'US Navy avant de fonder Access Graphics, une société de services informatiques. Son succès était tel qu'en 1995, il fut nommé entrepreneur de l'année par la Chambre de commerce de Boulder. Son entreprise avait déclaré $1 million de revenus bruts, même si John lui-même affirmait ne pas se considérer comme riche. Sa femme, Patsy Ramsay, née Patricia, était une ancienne reine de beauté, couronnée Miss Virginie occidentale en 1977. Elle était connue pour son sens de l'hospitalité et son apparence toujours impeccable. John et Patsy se sont mariés en 1980. John avait également 3 enfants d'un premier mariage, Melinda, John Andrew et Elizabeth, décédés dans un accident de voiture en 1992. Ensemble, John et Patsy ont eu 2 enfants, Burke, né en 1987, plus réservé et silencieux que sa sœur. Et puis il y avait John Bennett Patricia Ramsay, né le 6 août 1990 en Géorgie, dont le prénom était une combinaison des noms de son père, John Bennett, et son deuxième prénom, celui de sa mère, Patricia. Dès son plus jeune âge, John Bennett possédait une personnalité vibrante et aimait la performance. Poussée par Patsy, elle est rapidement entrée dans le monde des concours de mini-miss. À 6 ans, elle avait déjà remporté plusieurs titres notables, dont Little Miss Colorado et National Tiny Miss Beauty. Patsy s'impliquait énormément, créant elle-même les costumes et chorégraphiant les routines de sa fille. Bien que le père John ait exprimé après coup des réserves quant à l'exposition publique précoce de ses enfants, il laissait Patsy gérer cet aspect de la vie familiale. La famille vivait dans un manoir cossu à Boulder. Les enfants dormaient au 2e étage, séparés par une salle de jeu. C'était l'image d'une vie enviable, beauté, argent et succès. Mais le 26 décembre 1996, ce tableau s'est brisé à jamais. L'histoire commence le jour de Noël, le 25 décembre 1996. La journée est joyeuse. Burke et John Benet ouvrent leurs cadeaux. En soirée, la famille se rend à une fête de Noël chez leurs amis Fleet et Priscilla White. Tard dans la soirée, la famille Ramsay rentre à la maison. John Benet s'était endormi sur le canapé chez les White. John Ramsay est celui qui couche sa fille ce soir-là. Les parents se mettent au lit vers 22h. L'horloge avance vers le petit matin du 26 décembre. 5h30 du matin. Patsy se réveille tôt. La famille prévoit de partir en vacances ce jour-là. En descendant l'escalier en colimaçon depuis le 3e étage, elle découvre 3 morceaux de papier posés là. En lisant, son cœur s'arrête. C'est une demande de rançon.
Elle se précipite immédiatement à la chambre de John Benet, mais le lit de l'enfant est vide. Elle réveille John Ramsey, paniqué. 5h52 du matin. Patsy contacte les autorités. Elle compose le 911. Elle signale un enlèvement et mentionne la note de rançon. Bien que la note interdise explicitement de contacter la police ou le FBI sous peine d'exécution immédiate de John Benet, Patsy fait fi de cet avertissement. Le contenu de la note est étrange. Adressée à M. Ramsey, elle prétend provenir d'une petite faction étrangère. Elle demande une somme très précise, 118 000 $, dont 100 000 en billets de 100 et 18 000 en billets de 20. Ce montant est curieusement proche du bonus de Noël que John Ramsey venait de recevoir. La note donne des instructions spécifiques sur l'argent et la tâche casse et promet un appel entre 8h et 10h du matin pour organiser la livraison qui sera épuisante. Elle prévient John de ne pas se montrer trop intelligent car il n'est pas le seul gros bonnet dans le coin. Dès qu'elle raccroche, Patsy appelle aussi des amis, dont les White, pour qu'ils viennent la réconforter. 6h du matin. Le premier officier de police, l'officier French, arrive sur place. L'enquête commence, mais à ce moment-là, tout le monde croit à un kidnapping. Début de matinée. L'enquête est immédiatement semée d'erreurs. Les amis et proches, ainsi que les avocats, affluent dans la maison. La police, se concentrant sur une possible intrusion extérieure, ne scelle qu'une partie de la maison, laissant la majeure partie de la scène ouverte. Pire encore, les amis de la famille se mettent à chercher et même à nettoyer la cuisine, détruisant potentiellement des indices cruciaux. 8h, 10h du matin. L'attente. L'appel promis dans la note n'arrive jamais. Environ 9h du matin. John Ramsey part de la maison pendant environ 90 minutes pour aller retirer l'argent demandé à la banque. 13h. Alors que l'attente se prolonge et qu'aucun appel n'a eu lieu, l'enquêtrice Linda Arndt demande à John Ramsey et à quelques amis de faire une recherche approfondie de la maison. John et Fleet White se dirigent directement vers le sous-sol. Dans la cave à vin, John Ramsey découvre le corps inanimé de sa fille. Elle était couverte d'un drap blanc. Horrifié, il la soulève, arrache le ruban adhésif qui lui couvre la bouche et la ramène à l'écage. Bien que compréhensible du point de vue d'un père en détresse, cet acte ruine irrémédiablement la scène de crime. L'affaire de l'enlèvement se transforme en homicide. L'autopsie révèle des détails atroces. La cause de la mort est l'asphyxie par strangulation, associée à un grave traumatisme crânien. Elle a reçu un coup violent à la tête. John Benet a été étranglé avec un garrot, une corde en nylon attachée à un manche de pinceau. Ce manche de pinceau provenait des fournitures d'art de Patsy, la mère. Le médecin légiste découvre également des signes d'agression sexuelle. De l'ADN masculin inconnu est prélevé sur ses sous-vêtements et sous ses ongles. Des marques sur son visage et son dos sont soupçonnées d'être des traces de brûlure causées par un pistolet paralysant, taser. Un indice déroutant est trouvé dans l'estomac de John Benet, de l'ananas non digéré. Cela signifie qu'elle l'ait mangé peu de temps avant sa mort, dans la maison. Un bol contenant des morceaux d'ananas et de lait est d'ailleurs trouvé dans la cuisine, portant les empreintes de Patsy et de Burke, mais les parents affirment ne pas se souvenir d'avoir donné à John Benet de la nourriture après leur retour de la fête, où elle s'était endormie. L'enquête est rapidement critiquée pour ses erreurs fondamentales. Dès le départ, il n'y a aucune preuve d'effraction. Aucune empreinte digitale non identifiable ou trace d'outil n'est trouvée. De plus, aucune trace de pas n'est remarquée dans la neige à l'extérieur. Un officier trouve la porte de la cave à vin fermée dans l'intérieur, ce qui les empêche d'y enquêter immédiatement. Le fait que John ait déplacé le corps, le nettoyage de la cuisine par des amis et la transmission d'informations confidentielles à la famille et aux proches ont gravement nui à l'intégrité de l'affaire. Le département de police de Boulder, BPD, est accusé d'avoir mal géré la scène et d'être été politiquement influencé, traitant initialement les Ramsey comme des victimes plutôt que des suspects potentiels. Le BPD a même refusé l'aide immédiate du FBI. La note de rançon est le premier élément à soulever de grands doutes sur la piste de l'intrus. Elle a été écrite avec le bloc-notes et le marqueur Sharpie de Patsy trouvé dans la maison. Les enquêteurs estiment que l'auteur a passé 21 minutes à l'écrire à l'intérieur de la maison. Un risque insensé pour un ravisseur pressé. De plus, l'auteur a fait des brouillons avant de rédiger la version finale. Des graphologues ont analysé l'écriture, si John Ramsey a été rapidement écarté, celle de Patsy présentait de nombreuses similitudes.
des experts ont noté un trait de caractère généralement féminin dans l'écriture. Le ton de la note était également jugé curieux. Il manquait d'emphase émotionnelle, ce qui était inhabituel pour une menace anonyme. Les Ramsay sont rapidement devenus les principaux suspects. L'enquêtrice Linda Arndt a noté le comportement étrange de Patsy et John qui s'évitaient volontairement au lieu d'être unis dans le deuil. John Ramsay, après avoir découvert le corps, a appelé l'aéroport pour préparer son avion afin de se rendre à Atlanta, ce qui a paru suspect aux policiers. De plus, l'appel au 911 a soulevé des questions. L'opératrice, Kim Archuketa, a trouvé l'appel répété. L'amélioration de l'enregistrement à la fin de l'appel a permis à certains d'entendre des voix. Un homme, assumé être John, disant sévèrement « Nous ne vous parlons pas », et une femme, assumée être Patsy, disant « Qu'as-tu fait ?» John et Patsy ont refusé d'être interrogés officiellement avant mai 1997, soit près de 5 mois après le meurtre, et ce, sous des conditions strictes, ayant pris des avocats. Face au manque de preuves concrètes pointant vers l'extérieur et aux incohérences des Ramsay, les théories se sont multipliées, créant 2 camps distincts au sein des autorités. Le bureau du procureur, DA, qui tendait vers la culpabilité de l'intrus, et le BPD, qui croyait que les Ramsay étaient responsables. L'une des théories les plus dérangeantes met en cause le frère de John Benet, Burke, qui avait alors 9 ans. Cette théorie suggère une mort accidentelle causée par une dispute, potentiellement sur le bol d'ananas retrouvé. Burke, jaloux de l'attention que sa sœur recevait, aurait frappé John Benet à la tête, peut-être avec une lampe de poche, un objet qui a pu être vu sur les photos de la cuisine. Les sources mentionnent que Burke avait des antécédents de comportements dérangeants, comme des problèmes scatologiques, émission régulière de matière fécale dans des endroits inappropriés, et un incident où il avait frappé John Benet au visage avec un club de golf. En 2016, dans un documentaire télévisé, cette théorie a été fortement suggérée. Les analystes ont même examiné le comportement de Burke lors d'interviews passées et récentes, notant son sourire et ses manières jugées étranges pour quelqu'un ayant perdu un être cher, bien que le Dr Phil ait expliqué cela par la nervosité ou l'anxiété due à l'inconfort social. Si Burke était impliqué, la théorie soutient que John et Patsy auraient mis en scène l'enlèvement, note de rançon, garrot, pour protéger leur fils encore en vie. Patsy était également suspectée. Certains enquêteurs pensaient qu'elle aurait pu tuer John Benet dans un accès de rage. John Benet avait des problèmes d'énurésie, faire pipi au lit, ce qui, selon des témoignages, exaspérait Patsy. Le traumatisme crânien aurait dû être accidentel, peut-être en la frappant contre un objet dur, comme une baignoire ou une table, avant que Patsy ne panique et ne mette en scène le crime pour cacher la vérité. Cette piste est fortement soutenue par le fait que la note de rançon utilisait le matériel d'écriture de Patsy et présentait des similitudes avec son écriture. Malgré les soupçons pesant sur la famille, certains enquêteurs de renom, comme le détective Lou Smith du bureau du procureur, étaient convaincus qu'un étranger était responsable. Smith a mis en évidence le rôle potentiel d'un pédophile. Il a insisté sur la brutalité du meurtre, double strangulation avec un garrot complexe, agression sexuelle. Il a également souligné que l'utilisation d'un pistolet paralysant, stun gun, dont les Ramsay n'avaient pas d'antécédent de possession, pointait vers un intrus ayant besoin de neutraliser une victime. De plus, l'entrée potentielle par une fenêtre cassée du sous-sol a été explorée. John avait affirmé avoir cassé cette fenêtre des mois auparavant, mais elle était ouverte et une valise cabossée trouvée juste en dessous aurait pu servir de marchepied pour entrer ou sortir. Bien qu'initialement des toiles d'araignée aient suggéré que personne n'était passé par là récemment, Smith a prouvé qu'un intrus aurait pu facilement accéder à la maison par ce point. Plusieurs suspects extérieurs ont été interrogés. Bill McReynolds, l'homme qui se déguisait en Père Noël lors des fêtes des Ramsay. Il avait montré une affection particulière pour John Benet. Sa propre fille avait été enlevée des années auparavant, également un 26 décembre. Son ADN ne correspondait pas. Gary Oliva, un délinquant sexuel condamné vivant près de la résidence Ramsay. Il était obsédé par John Benet et portait sa photo. Un ami affirmait qu'Oliva lui avait avoué avoir fait du mal à une petite fille la nuit du meurtre. Il possédait un pistolet paralysant. Cependant, son ADN ne correspondait pas à celui trouvé sur la scène. John Marquardt, un instituteur en Thaïlande qui a avoué le crime par courriel en 2006, décrivant en détail comment il l'avait frappée et disant qu'il était tombé amoureux d'elle. Sa confession était très détaillée, mais elle contredisait les preuves d'autopsie. Il disait l'avoir droguée, mais elle n'avait pas été droguée. Surtout, son ADN ne correspondait pas. De plus, il n'était pas au Colorado au moment des faits. L'ADN est devenu la pièce maîtresse, mais aussi la plus contestée de l'affaire.
Bien que l'ADN masculin non identifié ait initialement écarté toute la famille Ramsey, l'intégrité de ces preuves a été remise en question. En 2008, la procureure Mary Lacey a officiellement exonéré la famille Ramsey, se basant sur les preuves ADN qui ne correspondaient à aucun membre de la famille. Cependant, des experts en sciences légales ont suggéré que l'ADN trouvé sur les sous-vêtements de John Banney pouvait être de l'ADN de transfert issu du processus de fabrication, soulevant la possibilité que ces échantillons n'appartiennent pas au tueur et rendant l'ADN non fiable pour l'exclusion du suspect. Cela a rendu le cas encore plus ouvert et incertain. L'histoire de John Banney a connu un ultime rebondissement en 2013, lorsque des documents ont révélé que le grand jury avait voté en 1999 pour inculper Patsy et John Ramsey pour mise en danger d'enfants entraînant la mort et entrave à la justice. Cependant, Alex Hunter, le procureur de district à l'époque, avait refusé de signer l'acte d'accusation, estimant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver la culpabilité des Ramsey hors de tout doute raisonnable. Ce n'était pas la seule difficulté à laquelle les Ramsey ont été confrontés. Ils ont été accusés d'avoir profité financièrement de l'affaire. Après le meurtre, ils ont écrit un livre, The Death of Innocence, et ont intenté des poursuites en diffamation contre des tabloïds, des journalistes et même des responsables de l'application de la loi, ce qui, selon certains critiques, était une stratégie pour contrôler le récit public. En 2006, Patsy Ramsey est décédée d'un cancer de l'ovaire à 49 ans. John Ramsey s'est remarié 5 ans plus tard. Burke est devenu ingénieur logiciel. Malgré les années, l'affaire John Banney Ramsey reste l'un des mystères les plus persistants des États-Unis. Les deux camps, ceux qui croient à la culpabilité de la famille et ceux qui croient à l'intrus, existent toujours. John Ramsey continue de se battre pour que l'affaire soit résolue, cherchant à lever le nuage qui pèse sur sa famille. Il pense de l'utilisation des technologies généalogiques modernes pourrait enfin identifier le tueur, qu'il croit être un étranger qui était déjà dans la maison lorsqu'ils sont rentrés. En 2024, le département de police de Boulder a réaffirmé que l'enquête était en cours, examinant les nouvelles pistes et les recommandations faites par les équipes d'examen des affaires non élucidées. 26 ans après le crime, aucun coupable n'a été désigné et le meurtre de John Banney Ramsey demeure un mystère irrésolu. Le destin de John Banney Ramsey, cette petite fille aux yeux verts figée à jamais dans le temps à l'âge de 6 ans, nous laisse avec un profond sentiment de tristesse. Elle était une enfant pleine de charme et de vitalité. Que l'auteur du crime soit un membre de la famille ou un étranger, la tragédie demeure la même. Une enfance volée de la manière la plus cruelle. Les indices contradictoires, les erreurs policières et la médiatisation excessive ont transformé cette quête de justice en un labyrinthe sans fin. Nous sommes confrontés à la douloureuse incertitude. Comment une affaire aussi célèbre, impliquant une famille aussi en vue, a-t-elle pu échapper à toute résolution, laissant tant de questions sans réponse ? L'ombre de ce meurtre continue de planer sur Boulder et sur tous ceux qui suivent cette histoire. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui s'est réellement passé dans la maison des Ramsey cette nuit de décembre. Mais tant qu'il y aura des gens pour se souvenir de John Banney et continuer de chercher la vérité, l'espoir d'une résolution, même tardive, persiste.